Bonjour à tous. Alors, jour 26, expérience 26. Comment fabriquer un objet pour mesurer le temps avec ce qu'on dispose à la maison. Alors, évidemment, pour mesurer le temps, on a des tas d'objets, des chronomètres, des montres, votre smartphone, l'horloge, le four micro-ondes a une horloge intégrée aussi. Il y a des tas d'objets. Mais ça, c'est des objets plutôt complexes. On n'a pas les compétences techniques pour les fabriquer, ni le matériel d'ailleurs. Alors du coup, là, vous êtes en train de dire, il faut aller chercher plus loin, des trucs beaucoup plus simples. Comment on fait les premiers hommes pour mesurer le temps? Là, vous êtes en train de vous dire, ah ben oui, le sablier, la clepsydre, le sablier, une sorte de sablier mais avec de l'eau. Ou alors, le fameux cadran solaire. Et alors là, pareil, même si c'est des objets relativement simples, on n'a pas les moyens, ici, à disposition pour faire de tels objets. Donc un sablier, déjà, combien de sable on va mettre? La taille des grains, les trous, la structure en verre. Je suis pas un souffleur de verre, et pour faire du verre, il faut quand même chauffer donc de la silice à des très fortes températures pour le faire fondre. Donc là, pareil, et même si j'étais capable de faire ça, il faut quand même se poser la question. Ben oui, mais comment je sais combien de temps mesure mon sablier? Donc il faut l'établir. Donc il faut déjà avoir un outil qui mesure le temps avant pour que mon sablier mesure le temps que je souhaite qu'il mesure. Compliqué, vraiment très compliqué. Alors, le cadran solaire peut être le plus simple, mais il ne nous donnera pas l'heure la nuit. Et bonne chance pour chronométrer quelque chose avec le cadran solaire. Donc le cadran solaire, pareil, il va falloir l'étalonner, faire un petit trait à heure fixe, et pour ça, on va être dépendant de quel jour on fait nos petits traits, puisque les jours n'ont pas la même durée à différentes périodes de l'année. Donc là, en ce moment, les jours s'allongent. Donc compliqué le cadran solaire. Alors du coup, il ne faut pas aller chercher si loin que ça dans le passé pour trouver un outil simple pour mesurer le temps. En fait, il faut aller au niveau de la Renaissance, alors, début du XVIIe siècle, fin du XVIe siècle, en Italie, avec peut-être le père de la physique moderne, Monsieur Galilée. Alors, la légende veut qu'il ait eu cette idée en observant un encensoir dans une église donc, qui oscillait, et il s'est rendu compte qu'il oscillait à une période constante. Là, il faisait toujours le même temps pour faire des allers-retours. Alors, on peut en voir encore dans certaines églises, comme ici par exemple. Et donc on peut également, pour être connaisseur, apprécier le fait que celui-ci est mis en mouvement avec le phénomène de résonance paramétrique. Mais on ne va pas s'intéresser à ça, nous on va s'intéresser tout simplement au pendule. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour fabriquer un pendule? Ben, deux choses en fait. Il va nous falloir un objet plutôt assez lourd, et enfin un fil. Moi, je vais utiliser mon fameux fil à coudre, qui est multi-usage. Alors là, certains vous êtes en train de vous dire, pourquoi un objet plutôt massif, il dit n'importe quoi, la masse, elle n'a aucune importance. Eh oui, mais non. Parce que attention, quand vous dites que la masse n'a aucune importance, si vous passez dans le cas du pendule simple, et le cas du pendule simple repose sur surtout deux hypothèses très importantes. La première, c'est que la masse du fil est négligeable face à la masse de l'objet. Du coup, si on veut que cette hypothèse soit réalisable, il faut un fil très léger par rapport à une masse très importante. Et ensuite, la deuxième hypothèse, c'est qu'on néglige les frottements de l'air. Et là, c'est pareil, si on veut pouvoir négliger les frottements de l'air, il faut un objet qui ne soit pas soumis, ou très peu. Donc un objet plutôt aérodynamique, ça on va prendre plutôt une sphère, on ne va pas prendre un objet, une plaque, parce que du coup là, l'air va beaucoup appuyer dessus. Et ensuite, un objet qui est plutôt avec une masse assez importante, pour que la résistance de l'air soit négligeable pour cet objet. Et donc, il faut forcément un objet qui est plutôt massif au bout, avec une forme
assez aérodynamique. Sinon, ben non, ça dépendra de la masse. Donc enfin maintenant, ben, si je veux que mon pendule oscille à une durée, à un temps que moi j'ai choisi, ben, il va falloir juste que je choisisse la bande longueur de fil, parce qu'en fait, le temps que va mettre le pendule à faire des allers-retours ne dépendra que de ça, de la longueur du fil. Alors, il dépend aussi de petit g, la constante de pesanteur terrestre, mais ça je ne peux pas y changer, c'est une constante. Donc c'est vraiment la longueur du fil, le seul paramètre sur lequel je peux jouer. Plus le fil va être long, plus le pendule va mettre du temps à faire ses allers-retours. Et à contrario, plus le fil va être petit, plus il va faire des oscillations rapides. Donc la formule qui donne la période du pendule, donc on appelle T, par rapport à nos constantes, à nos variables, par rapport à nos paramètres. Là voilà, T c'est égal à 2π racine de L sur G, avec L la longueur du fil et G la constante de pesanteur de la mer. Alors moi, si je veux un pendule qui fait des allers-retours en 1 seconde, et bien d'après ma formule, il faut que la longueur de mon fil fasse à peu près 25 cm. Du coup, on va vérifier si la physique a raison. Donc voici notre pendule. Donc j'ai scotché la ficelle à la petite balle. Ici j'ai fait un nœud au pied de la chaise. Alors on vérifie que j'ai bien mes 25 cm. Voilà. Donc le point d'attache, il est en bas ici. Et ce qui compte pour la longueur, c'est le centre de gravité de la masse. Donc le centre d'équilibre, si vous voulez. Donc pour une balle sphérique, c'est le centre de la sphère. Donc on se me prend au niveau du centre de la sphère. Et mon point d'attache est bien à 25 cm. Donc j'ai un pendule d'une longueur de 25 cm. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire osciller. Donc je le décale. Alors première chose, l'angle duquel je vais le lâcher n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, que je lâche d'un angle d'une hauteur haute ou petite, le temps qu'il va mettre à faire l'aller-retour sera le même. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme la masse, ça paraît un peu bizarre, mais en fait c'est tout à fait logique. Alors, je vais essayer de vous faire un petit peu ressentir le pourquoi du comment, mais on ne va pas rentrer dans le détail, hein. Sinon à la fin je vous mettrai rigueur les équations. Alors il y a plein de façons de résoudre le système du pendule, à la fin je vous mettrai avec l'énergie. C'est la façon la plus simple et la moins mathématique. Parce que si on fait avec le principe, avec la deuxième loi de Newton, on rentre dans des aspects mathématiques qui atteignent le niveau terminal. Si on le fait en polaire, c'est plus simple, mais du coup, il y a les dérivés des coordonnées qui sont assez compliqués pour des collégiens, voire même des lycéens. Et si on le fait en cartésien, il y a un petit passage mathématique où il faut utiliser des fonctions trigonométriques qui est aussi assez compliqué, même pour des lycéens. Donc avec l'énergie, le résultat il tombe tout seul en fait. Donc je vous mettrai ça à la fin pour ceux que ça intéresse. Alors moi j'ai essayé de vous faire ressentir pourquoi déjà la masse n'intervient pas. Dans les équations on voit très bien la masse elle disparaît de suite, hein. Mais là pourquoi? Parce qu'en fait on a envie de se dire, et c'est logique, hein, du temps de Galilée, tout le monde pensait que les chutes dépendaient de la masse, donc plus c'était lourd, plus ça tombait vite. Donc on pourrait penser ça. Et ok, allons-y. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Sauf qu'il y a aussi quelque chose qui va à contre-sens de ça. C'est que plus un objet est lourd, plus il est difficile à mettre en mouvement. Et du coup, les deux se compensent en fait. Du coup, la masse, ça n'intervient pas. Donc Galilée lui avait expliqué ça avec un sort de paradoxe. Si je prends un objet lourd qui tombe plus vite, un objet léger qui tombe moins vite, qu'est-ce qui se passe si je lâche les deux retenus par une ficelle? Est-ce que c'est l'objet lourd qui va faire tomber l'objet léger moins vite, ou est-ce que c'est l'objet léger qui va retenir l'objet lourd? Et encore pire, si au lieu de les retenir par une ficelle, j'attache les deux avec une ficelle, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, j'ai un objet au total qui est plus lourd que l'objet qui est lourd, et donc on arrive à un paradoxe qui fait que nécessairement il faut que les objets tombent à la même vitesse. Donc là c'est pareil, on a en fait deux phénomènes. On a le poids qui attire vers le bas et qui dépend de la masse, hein, et qui est donc une force plus importante quand la masse est plus importante. Mais à contrario, on a le principe d'inertie qui nous dit qu'un objet va être plus difficile à mettre en mouvement si sa masse est plus importante. L'un dans l'autre, la masse n'intervient plus. On peut faire aussi un autre raisonnement, pourquoi le fait de lâcher de plus haut n'a aucune influence sur la période, sur le temps qu'il va mettre à faire l'aller-retour. Tout simplement parce que même si je lâche plus haut,
ok, il va gagner plus de vitesse. Sauf que toute cette vitesse qu'il gagne, eh ben, elle va être utilisée pour remonter. Et il va remonter à la même hauteur. Et pareil, il va redescendre, il va gagner beaucoup plus de vitesse s'il est beaucoup plus haut. Du coup, ici, il va aller beaucoup plus vite. Sauf que toute cette vitesse va être utilisée pour monter beaucoup plus haut, donc une distance beaucoup plus grande. Et du coup, en fait, là, pareil, on a le phénomène qui se compense entre le moment où il descend et le moment où il remonte. Du coup, le temps va être le même que je lâche de très haut ou de très bas. Voilà. Alors allons-y. Donc 25 cm, normalement, mon pendule doit osciller à 1 seconde. Donc c'est parti, on vérifie. Donc je vais essayer de lâcher droit pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Donc voilà. Donc on voit qu'il met une demi-seconde à faire l'aller et 1 seconde à faire l'aller-retour. Donc c'est bien sa période, 1 seconde. Donc là, tout simplement, on a fabriqué un système qui peut nous permettre de mesurer le temps. Donc j'ai fait 25 cm pour la longueur. Si on fait les calculs, c'est à peine un peu moins. Enfin, dernière chose, donc, mon mouvement perpétuel n'existe pas, mon pendule va finir par s'arrêter à cause donc, des frottements. Alors, il y a des frottements mécaniques ici, donc même s'ils sont très faibles, le fil va chauffer un petit peu au niveau de l'attache. Et enfin, il y a les frottements de l'air. En fait, l'objet chauffe l'air à chaque passage, les molécules d'air frottent dessus. Et du coup, j'ai une perte d'énergie sous forme de chaleur en 2 endroits. Et donc mon système perd de l'énergie petit à petit, donc va finir par s'arrêter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement de mon pendule. Voilà, donc à vous de jouer. Maintenant le temps n'a plus de mystère pour vous, encore que. Donc fabriquez les pendules les plus originaux que vous pouvez, ceux qui arrivent à tenir le plus longtemps possible. Et donc si vous avez bien compris, si vous voulez qu'il dure le plus longtemps possible, il faut diminuer tous les facteurs qui peuvent faire des pertes d'énergie. Donc au niveau de la tâche ici, et un objet le plus aérodynamique pour que les frottements d'air soient le plus faible possible, donc qu'ils puissent penduler le plus longtemps possible. Voilà. Bonne journée à vous et à demain pour une prochaine expérience. Alors, on va résoudre ce pendule avec la méthode de l'énergie. Donc, c'est la façon la plus simple de résoudre un pendule. Donc, en pendule, on a un support auquel il est attaché avec un fil supposé de masse nulle et inextensible, au bout duquel on a suspendu une masse qu'on prend souvent sphérique, mais dans le cas du pendule simple, il faut considérer qu'elle est ponctuelle. Donc une masse ponctuelle au sens mathématique du terme. Bon, en physique, c'est juste totalement impossible. Donc voilà. Donc ce pendule, il oscille de part et d'autre d'une normale au plan auquel il est attaché. Et pour notre résolution, les 2 seules positions qui vont nous intéresser, c'est le moment où il est au maximum et le moment où il va passer par le minimum. Voilà. Donc là, on a posé, on va dire, les bases de notre pendule. Donc on a quelques petits points qui vont nous intéresser. C'est ici l'angle θ. Et puis la longueur du pendule. Donc on pourrait s'intéresser à la masse, mais c'est pas très important. Par contre, un point important, ça va être la hauteur à laquelle le pendule monte, petit h, qui est ici. Donc entre la position maximale, la hauteur maximale auquel le pendule va monter, et la hauteur minimale auquel il va se trouver. Alors, on va utiliser donc notre conservation de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, EM, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie de position, donc l'énergie potentielle de pesanteur. Et ça, c'est toujours égal si on considère qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc il n'y a que des forces conservatives dans notre système.
Et ici, si on considère seulement le poids et la tension du fil, c'est le cas. Alors, cette énergie mécanique, à quoi elle est égale? Donc, elle est égale à l'énergie cinétique, donc 1/2 fois m fois la vitesse au carré, plus l'énergie potentielle, m, la masse, g, la constante de pesanteur, h, la hauteur à laquelle se trouve l'objet. Voilà. Alors, 1/2 de mv carré, il n'y a pas grand chose à en faire pour l'instant. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est h. Alors, h, c'est égal à... Donc, h, donc c'est la hauteur à laquelle monte le pendule, hein, c'est ici. C'est égal à L moins L cosinus θ. Puisque de là à là, on a la hauteur L. Et la hauteur qui se trouve ici, c'est L cos θ. Je vous laisse aller voir vos formules de trigonométrie. Donc H, c'est L moins L cos θ. Donc on peut factoriser ça et dire que c'est L facteur de 1 moins cos θ. Ensuite, la deuxième chose, c'est la vitesse. Alors, pour l'exprimer en fonction de θ, sachant que L, c'est une constante, on va trouver que la vitesse en angulaire, c'est donc L fois θ point, donc la dérivée de θ, L dθ sur dt. Alors, en physique, on regarde des θ points, ça simplifie beaucoup les expressions. Donc, on peut remplacer h et v dans notre expression, mais ça, on va le faire un peu plus tard. Parce qu'à la fin, la dernière chose qu'on va faire, c'est que la variation d'énergie mécanique est nulle. Le delta EM égale 0. Parce que justement, les forces sont conservatrices. Du coup, on peut écrire que la dérivée de l'énergie mécanique est nulle. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique, donc, par rapport... Donc, la dérivée de l'énergie mécanique, elle est égale à 0. Et ça, eh ben, on va juste dériver notre énergie mécanique qu'on a trouvée. Alors, on va déjà remplacer V et H dedans pour avoir des θ, pour pouvoir dériver facilement, puisque la seule fonction qui dépend du temps, c'est θ. Donc, si on remplace ça, on n'a que l'énergie mécanique, avec ces deux expressions, c'est égal à 1/2 de m, donc L carré, puisque V est au carré, θ point carré, plus m g L, facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Faut dériver cette expression. Donc le premier terme, la seule chose qui dépend du temps, c'est θ point au carré. Donc il faut bien comprendre, c'est θ point fois θ point. Donc on a un produit de fonctions qui dépend du temps. Donc ça va faire le carré qui va se retirer, donc ça va faire du 2θ point. Donc les deux vont s'annuler. Donc ça va nous donner m fois L carré qui sont des constantes, donc qui ne changent pas. Et puis θ point, ça va nous faire θ point, θ seconde. Puis ensuite, on dérive le deuxième terme. Donc je rappelle la dérivée, une parenthèse, la dérivée d'un cosinus d'une fonction qui dépend du temps. On va avoir donc la dérivée de la fonction dans le cosinus fois la dérivée du cosinus. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc le deuxième terme, là, mgl fois 1, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc on va se retrouver cette fois-ci avec un plus, puisqu'on a la dérivée du cosinus moins sinus. m g L
qui sont constants devant le cosinus, donc on les reporte. Et on a donc dérivée de la fonction dans le cosinus, donc θ point, fois la dérivée du cosinus, c'est-à-dire moins sinus. Donc le moins, je l'ai déjà annulé avec le moins ce qui était devant l'expression. Et donc là, on a notre équation du pendule. On peut procéder à beaucoup de simplifications. Et donc les premières simplifications qu'on peut faire, c'est par exemple, donc, vu que c'est égal à 0, hein, on peut simplifier, on divise par m de part et d'autre de notre équation. Hop, on a les m qui simplifient, et on a les θ points qui simplifient. On a également un L qui simplifie, parce qu'ici on a L au carré, ici on a un L. On peut réarranger un petit peu la formule pour qu'elle soit physiquement plus agréable à l'œil. Donc ça nous donne θ point seconde. Donc en fait je vais la mettre sous une forme canonique hein, qu'on utilise en général pour les équations du second degré comme celle-ci. Donc θ point plus G sur L sinus θ égale 0. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé à nouveau les deux membres par L. Du coup, on a le L ici qui disparaît et qui apparaît au dénominateur ici pour faire ce G sur L. Donc on reconnaît devant le sinus notre fameux G sur L qui apparaît dans la formule T égale 2pi racine de L sur G. Hein. Donc ça, c'est un qu'on appelle la pulsation. Et en fait qui apparaît, soit on le simplifie par la pulsation propre oméga 0 carré, parce qu'en fait quand on résout le système, c'est elle qui apparaît après très facilement. Le sinus θ, quand on résout l'équation, on fait l'hypothèse des petits angles, hein, donc on simplifie le sinus θ, et on dit qu'il est à peu près égal à θ. Bon, voilà. Alors après maintenant je ne vais pas résoudre l'équation du second degré, hein, ça n'a pas de sens plus que ça, et c'est assez facile à faire, vous trouverez des façons de le faire assez simples. Voilà. Donc voilà notre équation du pendule avec le fameux G sur L qu'on retrouve dans la formule de la période du pendule. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Hein. Il y a je connais au moins 4 ou 5 façons de résoudre le pendule simple. Certaines très faciles, comme celle-ci, avec la conservation d'énergie, qu'on apprend en 3e. Même si après, les dérivés, il faut quand même avoir le niveau terminal pour les faire. Voilà, et je m'arrête là-dessus. Salut!